Monsieur le Président Dean Spillman, Monsieur le Président Theodore Meron, Mesdames, Messieurs les premiers présidents, Mesdames, Messieurs les procureurs généraux, procureurs générales, Mesdames, Messieurs les présidents, Monsieur le vice-président, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, Excellences, je dois dire que j'éprouve un honneur et un bonheur particulier d'être parmi vous pour ce grand et bel événement que constitue cette rentrée solennelle de la Cour européenne des droits de l'homme. Et je pourrais ajouter que cette Cour ayant son siège ici, à Strasbourg, en France, j'ai le privilège de me considérer comme l'hôte, au nom du gouvernement, de cette très belle et très grande institution. Je voudrais rendre hommage en cette occasion aux pionniers du Conseil de l'Europe, celles et ceux qui ont su, il y a un peu plus de 60 ans, comprendre que, y compris sur l'expérience de la Société des Nations, qui, par son caractère déclaratoire, a montré les limites de son efficacité, ces pionniers ont choisi de faire le pari d'une institution, d'une organisation qui pourrait rendre effectif le respect des droits de l'homme. Ce pari, aujourd'hui, il se traduit par cette communauté de valeurs que nous nous sommes fixées et qui repose sur un socle normatif solide, la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, sur un contrôle institutionnel par l'Assemblée parlementaire et le Comité des ministres, et sur un contrôle institutionnel par cette Cour européenne des droits de l'homme qui répond du respect de ses droits et de ses libertés fondamentales. Monsieur le Président Spillman, vous avez été élu il y a quelques semaines et vous présidez donc au sort de cette institution. Je veux vous adresser mes félicitations personnelles, chaleureuses, au nom du gouvernement français, après celle très chaleureuse que vous a adressée le président de la République, François Hollande, il y a quelques semaines. Vous avez commencé une carrière de juriste, en éminent juriste, en qualité d'avocat d'abord, puis vous avez enseigné, y compris à l'université de Nancy. Vous avez été nommé juge dans cette institution en 2004, puis vous êtes devenu président de section en 2011 et vice-président en 2012. Vous succédez brillamment au président Costa. Le président Costa qui admirablement a assuré la présidence de cette belle institution. Je veux, Monsieur le Président, saluer particulièrement votre engagement sans faille, votre volonté de progresser, ce talent particulier que vous avez mis dans la résolution des conflits, cet art du consensus que vous avez su déployer sans renier les principes, et les réformes et la modernisation que vous avez introduites pour que cette Cour entre résolument dans le XXIe siècle. Ces défis, Monsieur le Président Spillman, vous les relevez, vous prenez le relais. Vous prenez le relais pour assurer une plus grande efficacité, une plus grande autorité, une plus grande et une meilleure réputation encore de cette belle Cour, à la suite de moments où la Cour s'est interrogée ou a été interrogée sur certaines rigidités qui avaient été constatées dans le rapport des sages présenté en 2006, mais depuis les conférences qui ont eu lieu, vous citiez notamment la conférence de Brighton, il y avait eu celle d'Izmir et celle d'Interlaken. Depuis ces conférences, des progrès ont été, en tout cas des réponses ont été apportées à certaines observations sur les difficultés du fonctionnement de la Cour. Ces réponses ont fait leurs preuves et aujourd'hui, cette Cour peut montrer à quel point, d'abord, elle est unique au monde et comment elle peut rayonner, comment elle rayonne sur 47 pays et sur plus de 800 millions d'habitants, comment elle rayonne avec ses missions particulières,
Ces missions particulières qui font qu'elle est responsable d'un contentieux sur lequel elle est saisie à partir de deux types de requêtes, les requêtes d'État qui sont de plus en plus rares et les requêtes individuelles qui, au contraire, sont de plus en plus nombreuses. Cette Cour, d'une certaine façon, vous l'avez dit vous-même, Monsieur le Président, est victime de son succès. Elle est victime de son succès parce que non seulement elle rayonne sur les 47 pays d'Europe, mais elle sert de référence et d'inspiratrice à de nombreux autres pays dans le monde. Et cette responsabilité est magnifique. Elle traduit ce que Édouard Glissant exprimait lorsqu'il disait que le temps est passé où seule une partie du monde était responsable du monde et qu'aujourd'hui c'est l'ensemble du monde qui est responsable de l'ensemble du monde. Par conséquent, tous ces arrêts que vous rendez et qui font vivre les droits de l'homme et les libertés fondamentales tels que les pays d'Europe et ces pionniers dont je parlais tout à l'heure les ont définis, tous ces arrêts que vous rendez participent de l'évolution de la démocratie dans le monde, parce que nous sommes en effet tous responsables du monde, et toutes ces démocraties qui en appellent à l'application des droits de l'homme et des libertés fondamentales illustrent bien comment ce que nous faisons en un lieu participe de l'amélioration de l'état du monde. Je le disais, cette Cour est donc victime de son succès. Elle a rendu de très nombreux arrêts. Instituée en 1959, en fait, elle siège de façon permanente depuis 1998. Et il est intéressant de remarquer qu'entre 1959 et 1998, elle a rendu, me semble-t-il, 837 arrêts. Mais je parle avec précaution en évoquant des statistiques. C'est la production de votre cours, vous les connaissez mieux que moi. 837 arrêts entre 1959 et 1998. Et plus de 16 000 depuis. Près de 390 000 décisions d'irrecevabilité entre 1999 et 2012. Et pour la seule année 2012, près de 80 000 de décisions d'irrecevabilité. C'est dire que depuis le recours individuel, la Cour représente dans l'esprit des citoyens européens un recours et une garantie. Mais la France l'a exprimé par la voix du président de la République, et je vous le confirme en qualité de garde des Sceaux, nous sommes soucieux pour l'avenir de la Cour qu'elle ne constitue pas un tribunal d'appel, un grand tribunal d'appel, qu'elle demeure au-dessus, au sommet de l'architecture de nos juridictions de droit, garantissant les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Et qu'elle ne soit pas un niveau, un échelon supérieur par rapport à nos juridictions nationales. Cela nous amène à indiquer à quel point nous devons accompagner le nouvel élan de cette Cour, qui, par le succès qu'elle a rencontré, appelle, au-delà des réponses qui ont déjà été apportées à son fonctionnement, des réponses par l'augmentation de ses effectifs, par l'amélioration de son budget, par la modification de ses méthodes et notamment des méthodes du greffe, par la modification de certaines procédures, au-delà de ces réponses, il y a lieu de veiller à ce que la Cour soit saisie de requêtes qui concernent effectivement les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Cela, évidemment, en appelle aux États et à leurs responsabilités. This obviously is a call for member states and their responsibilities. They have a responsibility to make sure the court functions, and they also have a responsibility in the framework of the inadmissibility decisions, because around 95% of inadmissibility decisions are handed down. And among those, there are questions that can be raised about how much weight is given to form and substance. But member states have their role to play. They must ensure that individual petition becomes, is, and remains the
principle, but it must also permit subsidiarity. That means that member states must not only make decisions handed down by the court effective, but they also must be a step ahead and anticipate. They need to prevent violations. They need to execute decisions of the court, and above all, they need to implement general measures in order to avoid an influx of repetitive cases, and that for all repetitive cases and cases that are similar, there should be general measures taken, taking into account the court. That is how member states will be able to give life to the case law of the European Court of Human Rights. We must also develop a shared culture through dialogue among judges, through training of our judges and prosecutors. We need to step up that dialogue and share the case law of the court. That new impetus, France wants to accompany it, and France has shown this by actively participating in the negotiations leading to the accession of the European Union to the Convention. You have just said, President, that there are no reasons for which the European Union would need to hesitate. The political decision has been taken. It is enshrined in the Lisbon Treaty. But the European Union must... Cela ajoutera à la crédibilité de ces décisions. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, si la France est aussi active aux côtés de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est parce que nous partageons les principes essentiels sur la justice. Une justice qui doit être accessible, une justice qui doit être diligente, une justice qui doit être efficace. Et la vigilance de la Cour européenne des droits de l'homme par la mobilisation des citoyens européens, cette vigilance contribue à améliorer notre droit interne. Et ces dernières années, cette vigilance, ces décisions, ces arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme ont fait progresser notre droit dans la direction des droits et des libertés individuelles. Et si vous êtes autant sollicité, c'est parce que vous avez la confiance des juges, vous avez celle des avocats, vous avez celle des milieux universitaires, celle de la société civile et bien entendu celle des citoyens qui vous sollicitent. Et cette confiance est justifiée. Je le disais, vous avez fait progresser notre droit. Vous l'avez fait notamment par ces articles 2 et 3 de la Convention sur le respect de la vie, sur l'inviolabilité du corps humain, sur l'interdiction des traitements inhumains et dégradants, sur l'interdiction de la torture. Et les décisions, les arrêts de la Cour ont beaucoup inspiré le droit. D'abord, se sont imposés à notre droit. La France, sur un certain nombre de sujets, s'y est soumise très volontiers, est allée parfois au-delà du contenu de l'arrêt, mais a accueilli et continue d'accueillir avec intérêt, avec beaucoup d'attention les arrêts de la Cour. Ces 20 dernières années, notre droit a progressé grâce, par exemple, à l'arrêt Crosling et Uvig sur les écoutes téléphoniques, qu'elles soient administratives ou judiciaires. Nous avons progressé, nous continuons à progresser, entre autres grâce à l'arrêt Medvedev sur le ministère public en France, et nous travaillons à la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, réforme qui sera effective si le Parlement y consent dans quelques mois. L'arrêt Brusco nous a permis d'avancer sur la garde à vue, l'arrêt Ravon sur la contestation et notamment sur la procédure et les délais, la contestation des perquisitions décidées par l'administration fiscale. Nous avons plusieurs arrêts, notamment les arrêts Frérot et Payet, qui nous ont permis, entre autres dans la loi pénitentiaire française, de tenir compte et d'introduire la notion de dignité humaine, de respect de la dignité, de l'intégrité humaine. Nous avons également l'arrêt Funky qui nous a fait progresser sur la présomption d'innocence, l'arrêt Baudouin qui nous permet de mieux protéger les personnes qui relèvent de traitements psychiatriques. Là, les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme ont vraiment élever notre droit interne. Nous lui sommes reconnaissants, même si je ne vous cacherai pas que depuis quelques mois, je ressens l'injustice particulière du fait que lorsque la France est sanctionnée dans un arrêt, c'est au garde des Sceaux qu'il revient de répondre, de s'en expliquer et parfois de s'en excuser. C'est une position fort
inconfortable, elle n'est pas spécialement désagréable dans la mesure où j'adhère totalement aux exigences de la Cour sur les droits et sur les libertés. Cette Cour va continuer à prospérer. Il faudra que chacun d'entre nous, chacun des États, veille à ce qu'elle ne soit pas surchargée. En tout cas, c'est avec bienveillance que la France sera à nouveau à vos côtés. Et je me permettrai de rendre un hommage particulier à René Cassin, une magnifique figure française qui a été compagnon de la Libération, s'est battu pour faire reculer l'horreur nazie, qui a été prix Nobel de la paix en 1968, qui a présidé la Cour européenne des droits de l'homme entre 1965 et 1968 et, nous le savons tous, a été co-rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Une très grande et très belle figure qui nous rappelle la place et le rôle que la France a joué dans la prise en compte de ses droits et de ses libertés fondamentales. Mais tous les pays d'Europe y contribuent, ils y contribuent avec beaucoup d'ardeur, avec beaucoup de ferveur. Ils contribuent à rapprocher nos droits différents, nos législations différentes, et cette capacité extraordinaire que les pays d'Europe ont de faire vivre en travaillant ensemble ces notions de dignité, d'intégrité, de droits de l'homme et de liberté fondamentale est un exemple aux yeux du monde que nous avons toutes les raisons de faire vivre, de faire valoir et de nous en prévaloir. C'est un humanisme qui inspire nos décisions, c'est un humanisme qui inspire notre action, c'est un humanisme qui inspire la mobilisation de la France aux côtés de la Cour européenne des droits de l'homme. Nous l'assumons pleinement, clairement, un humanisme au sens où René Char indiquait que l'humanisme, conscient de ses devoirs et discret sur ses vertus, est bien décidé à réserver l'inaccessible champ libre à la fantaisie de ses soleils, à la fantaisie des soleils d'Europe, et bien décidé pour cela à en payer le prix. Je vous remercie.